Bonjour. Je vais vous présenter l'expérience débutante à l'hôpital Necker d'une consultation pluridisciplinaire pour s'occuper des enfants présentant une malformation qu'on peut appeler un SPINA. Je détaillerai un peu plus. La constatation qu'on a eue, c'est que les enfants pour lesquels, durant la période anténatale, ont un diagnostic de myéloméningocèle, de dysgraphisme ouvert, nécessitent une prise en charge néonatale proche d'un milieu neurochirurgical. Donc c'est pour ça que j'ai écrit les enfants SPINA naissent à Necker. C'est bien sûr pas tous les enfants SPINA, mais c'est ceux qui sont diagnostiqués dans la région parisienne et pour lesquels on organise la naissance afin de limiter la séparation entre l'enfant et sa mère. La prise en charge pluridisciplinaire est initiée sur le lieu de la naissance après un séjour de 2 à 3 semaines en néonatologie. Mais cette prise en charge multidisciplinaire n'est pas toujours bien articulée. C'est une apposition de rendez-vous et il existe encore une confusion entre certains dysgraphismes en fonction de leur pronostic, on en a parlé après avec différentes formes, et donc ce qui doit nécessiter des périodicités de consultation différentes. On s'est servi pour cette consultation de l'exemple de la consultation pluridisciplinaire de Trousseau, dédiée surtout au dysgraphisme fermé, les lipomes du cône, et aussi au parcours MAREP des patients présentant des malformations anorectales et donc parfois des malformations médulaires associées. On s'est aussi aperçu que depuis quelques années, on a un raffinement un petit peu plus dirigé vers les myéloméningocèles pour préciser les topographies des malformations, leurs pronostics et donc leur prise en charge. À la consultation de Trousseau, elle existe depuis 90, créée par Véronique Forin et Michel Zera. Les grands principes sont une unité de lieu, une unité de temps, et un rassemblement lors de ce moment des disciplines médicales, chirurgicales, paramédicales et aussi des parents autour de l'enfant qui présente une malformation médulaire. Sont présents lors de cette consultation des médecins de médecine physique et de rééducation, mais aussi des neurochirurgiens, des orthopédistes, des chirurgiens viscéraux urologiques, des infirmières d'éducation thérapeutique, des kinésithérapeutes et un appareilleur pour essayer de répondre à toutes les questions qui peuvent être posées à ce moment-là. À la fin de cette consultation, il y a une synthèse orale et écrite qui sera adressée à tous les intervenants dans le parcours de l'enfant afin de donner un intérêt, des informations et un suivi qui permettra des bonnes transitions. Au départ, quelques consultations. On est arrivé en 2018 à 277 consultations pluridisciplinaires dans l'année. Vous aviez tout à l'heure avec Véronique Forin les chiffres globaux des consultations aussi non pluridisciplinaires. La périodicité depuis a été augmentée à tous les 15 jours. Avant, c'était une fois par mois, avec environ 15 à 18 patients dans cette demi ou 2 tiers de journée. Le gros ajout a été aussi l'arrivée d'internes de médecine physique et de rééducation et aussi de pédiatrie afin de favoriser le travail, avoir plus d'intervenants et aussi avoir plus de communication et d'enseignement sur la prise en charge de ces dysgraphismes. On a pu aussi diminuer la fréquence des consultations en essayant d'identifier un petit peu mieux la spécificité de chaque dysgraphisme pour ne pas les voir trop souvent s'ils n'en ont pas besoin, pour éviter de troubler un agenda scolaire et puis d'apprentissage, mais en même temps ne pas rater des signes nouveaux. Il y a un partage de suivi avec les centres des compétences un peu partout en France, avec certains patients qui ont un suivi local, plus un suivi pluridisciplinaire associé, ponctuel, dans le service de Trousseau. C'est aussi un service qui est un relais pré- et post-opératoire pour les patients qu'on opère de dysgraphisme, puisqu'ils sont vus juste avant pour une préparation surtout urologique et du transit, et en post-opératoire, lorsqu'il a besoin de spécificité, surtout au niveau des sondages, il arrive qu'il sorte du service chirurgical pour repasser dans le service de rééducation de Trousseau. Et surtout, il y a cette transition
ado-adulte qui amène en fait à la fin de la période de l'enfance et qui ne fait pas se terminer la prise en charge, mais qui est juste un prolongement et un élan. À Necker, on a commencé, alors c'était pas en septembre, on a essayé en septembre et finalement ça a eu lieu en novembre 2018, la première consultation, mais ça faisait déjà pas mal d'années qu'il était essayé de l'organiser. C'est essentiellement une consultation qu'on appelle SPINA, avec pour but de prendre en charge les enfants présentant un myéloméningocèle et les dysgraphismes apparentés. La priorité était de prendre en charge les enfants qui venaient de naître à l'hôpital Necker pour initier leur prise en charge pluridisciplinaire, locale, mais aussi de répondre à des demandes de nouveaux patients, surtout des patients étrangers qui arrivaient avec des soins qui n'avaient pas toujours été déjà organisés avant. Donc un retard de prise en charge. C'est à raison d'une demi-journée tous les 3 à 4 mois. Et puis maintenant on essaye de faire une journée. Vous allez comprendre la difficulté de réunir tout le monde et on s'organise sur 2 salles de consultation où l'enfant et ses parents rentrent dans une salle et ensuite on se relaie auprès de l'enfant pour faire partie par partie et ensuite leur exprimer une synthèse de tout ce que chacun pense et exprimer un calendrier à venir des rendez-vous et des prises en charge. Voilà les différents intervenants. Donc, Chouchani Kovanissian qui est néonatologiste à Necker, Ilona Alova qui est médecin en chirurgie uro-viscérale et s'occupant des problèmes urinaires à Necker, Célia Crétol, chirurgien viscéral qui s'occupe surtout des problèmes de transit dans cette partie-là. Luciana Scatine, qui est médecin de médecine physique et rééducation à Antony, donc dans un autre hôpital, d'où la difficulté de pouvoir être disponible. Pauline Lallemand, qui est médecin de médecine physique et de rééducation à Trousseau et donc qui a l'expertise des dysgraphismes fermés. Donc ça fait un pont entre 2 hôpitaux complémentaires. Et Michel Zera et moi-même pour la partie neurochirurgicale. Depuis le début, donc vous avez vu, c'est très modeste, il n'y a pas la prétention d'avoir créé quelque chose de très nouveau. On a pu voir 35 patients lors de 5 consultations. Ça a été donc la découverte de qui on a vu en consultation, donc essentiellement les nouveau-nés que vous voyez en bleu. Il y avait aussi les patients nouveaux, essentiellement des patients étrangers en orange, et puis aussi des patients de suivi pour lesquels l'un d'entre nous, dans le suivi, voyait un problème qu'on avait besoin de réaxer lors d'une consultation pluridisciplinaire. Alors les principales découvertes, c'était que ça a été un bon apprentissage commun, de savoir ce que chacun faisait, de savoir quelle était la périodicité de chacune des consultations et comment on pouvait limiter le nombre de déplacements à l'hôpital en optimisant ces venues à l'hôpital. On a aussi vu que même si nous n'avions pas l'impression de faire des choses formidables et très nouvelles dans le vécu de ces enfants, les parents étaient très satisfaits d'avoir l'impression qu'on s'articulait en fait autour de leur enfant et d'avoir toutes les informations en même temps, à l'unisson, et pas des discours qui pouvaient parfois être antagonistes lors de des consultations isolées. C'est aussi l'occasion de valider les nouvelles hypothèses de classification, ce dont on parlait tout à l'heure, les myéloméningocèles, les MyLDM, les différents types de MyLDM, les LDM ouverts, et de voir si dans le suivi de ces patients, on confirmait que le devenir n'était pas le même. C'est aussi l'optimisation des prises en charge spécialisées, puisque chacun essaye d'élever le niveau par une certaine émulation. Mais il y a quand même des grosses difficultés. C'est que c'est une mobilisation de ressources, ça fait rendre présent au même endroit pour seulement 8 à 10 consultations, quasiment 8 médecins, une secrétaire, parfois des infirmières d'éducation thérapeutique. Et finalement, si on doit raisonner juste économiquement, la consultation, elle devient pas très rentable de déplacer autant d'énergie.
est-ce que le service rendu est suffisant? C'est ça qu'il faudra évaluer et il faudra essayer d'utiliser ces forces à bon escient. Autre chose, c'est la lourdeur des situations. On parlait tout à l'heure des dysgraphismes fermés. C'est aussi des contextes qui sont difficiles pour les patients, pour leurs parents, pour l'entourage. Ici, c'est la même chose, mais beaucoup plus, avec en plus les patients étrangers qui arrivent dans des situations souvent irrégulières avec un gros retard de soins. Et c'est des consultations qui durent généralement, au lieu de durer une demi-heure, en fait, elles durent 1 heure, 1 heure et demie, et on n'a pas réglé tous les problèmes à la fin. Et quasiment pour la moitié des patients, on doit appeler l'assistante sociale le jour même. Donc l'importance de la prise en charge sociale, et donc ça fait encore une personne de plus à rendre disponible pour une journée entière, pour résoudre des problèmes avec des assistantes sociales relais, pour des certificats, pour des obtentions de droits au travail ou à l'école. Voici la cohorte qu'a mis en place Shushanik Hovhannissian depuis l'arrivée de la néonate dans le nouveau bâtiment à Necker. Shushanik s'est engagé particulièrement dans la prise en charge des patients qui naissent avec un dysgraphisme et petit à petit a modifié les classifications de cette cohorte. Vous voyez, à cette époque-là, en 2013, on ne parlait pas de mi-LDM, on ne parlait pas beaucoup de LDM, et puis petit à petit, on les reclasse et pour voir en fait si leur devenir est le même. Vous avez vu que c'est quand même un nombre non négligeable puisqu'on arrive à 102 patients sur 7 ans, et quand on voit la lourdeur de la prise en charge, c'est difficile d'imaginer qu'on pourra tous les voir en consultation pluridisciplinaire. Donc il faudra trouver d'autres moyens. Il y a aussi une chose vraiment particulière, c'est les patients étrangers qui sont des nouveaux patients avec un gros retard de prise en charge, avec des difficultés de régularisation. Vous devez suivre les actualités politiques, notamment les changements de droit pour l'obtention de l'AME, qui au départ était des mesures pour limiter le retard de la prise en charge médicale et le surhandicap associé. On voit aussi des gens qui sont réfugiés politiques, mais aussi des déménagements pour cause médicale. Je parle de déménagement, bien sûr que ce n'est pas juste de prendre un camion pour changer de ville. Et c'est ce qui nous a fait avoir envie de monter un projet, qui est un projet sociologique qui est mené par Clémence Désiré, qui est chargée de projet dans la filière, qu'on a intitulé « Tout quitter pour mieux soigner ». Et ça va consister en des entretiens avec des familles qui ont déménagé pour soigner un des enfants en situation de handicap. On va commencer avec les myéloméningocèles et de voir en fait si il n'y a pas une dépréciation de la vision qu'on peut avoir de soi-même lorsqu'on est dans une situation de précarité, et quelle prise en charge on pourrait optimiser pour ces personnes. Donc on n'a rien fait de nouveau. On n'a rien fait de nouveau, mais il y a quand même un renouveau. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu l'impression que le myéloméningocèle, ça n'existait plus, et puis on s'est aperçu qu'il existait, et puis on s'est dit que s'il existait, on allait quand même s'en occuper. Donc c'est un nouvel élan pour une pathologie grave qui est toujours fréquente. On essaye de rendre spécifiques les consultations pluridisciplinaires, mais tout en gardant des personnes qui connaissent plusieurs malformations. Ça nous permettra de valider nos hypothèses, et on va surtout travailler pour apporter ce caractère pluridisciplinaire jusqu'à l'âge adulte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il une question ?